Bonsoir et bienvenue à tous les téléspectateurs qui nous rejoignent sur le plateau de Voyage au bout de la nuit. Merci d'être fidèles comme toujours à l'émission. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour partager ce moment de lecture. Alors on a choisi en ce moment de lire un roman très mignon qui s'intitule Un bon petit diable. Il a été écrit par la comtesse de Ségur. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, que vous l'avez déjà lu et peut-être même que vous êtes avide de le réentendre. Pour cela, pas de panique, je vous invite vivement à retrouver les replays sur le site internet de David pour suivre l'histoire depuis le début. Je crois que c'est la jolie Laura qui a commencé les lectures et j'ai pris le relais. Nous en sommes pour l'instant quasiment à la fin de l'histoire. C'est pour ça qu'il est préférable d'aller les revoir depuis le début si vous ne l'avez pas fait. Et pour les autres, je vous invite également à partager vos aventures, vos envies, vos idées, vos suggestions, tout ce qui vous trotte dans la tête sur les réseaux sociaux grâce au hashtag VBN pour Voyage au bout de la nuit, vous l'aurez compris. On a également une page Facebook pour les lectrices et les lecteurs. Vous pouvez également nous poser des questions via ces moyens. Je vais reprendre tout de suite là où je me suis arrêtée. Donc on est au chapitre 18 qui s'intitule Repentir de Charles, Juliette le console. Alors je vous fais un tout petit résumé de l'histoire. Charles, ça se passe en Écosse et Charles c'est un petit garçon qui est mignon mais qui fait pas mal de bêtises et en même temps il fait des bêtises à juste titre parce que les adultes qui s'occupent de lui et qui le prennent en charge sont quand même des gens avides, grippe-sous, méchants, pas forcément tendres et qui n'aiment pas forcément les enfants. Donc ce petit Charles, il essaie de se défendre un peu comme il peut et de trouver des ruses pour échapper à tout ça. Et au moment de notre histoire, il se rend compte que Madame Macmish, qui était au départ sa tutrice, est une horrible personne. Elle est complètement avare, elle ne pense qu'à son or. Et là, elle est en plein délire, elle est justement dans une crise de panique. Elle en tombe malade parce qu'elle est même persuadée qu'on lui vole son or, qui n'est pas le sien. Et Charles, à ce moment-là de l'histoire, est complètement tracassé, il est triste parce qu'il se dit que c'est quand même un peu sa faute, parce qu'il l'a poussé un peu loin, le bouchon avec Madame Macmish. Et du coup, il se dit, oh là là, c'est moi qui lui ai provoqué cette fièvre. Le médecin lui dit que c'est du délire et que si ça se trouve, ça va même lui causer la mort. Et je ne veux pas être responsable de ça. Et il demande à Juliette, avec qui il s'entend très très bien et qu'il aime, et ils sont très amoureux tous les deux, il demande à Juliette de l'aider et de trouver une solution et de prier peut-être avec lui. Peut-être que ça fera mieux avancer les choses. Et je reprends tout de suite, c'est donc Juliette qui parle et je vous dis à tout à l'heure. Très bon voyage sur D8. Charles, que je suis malheureuse de t'entendre parler ainsi. Quel bien me fait ce retour sérieux à de bons sentiments. Je l'avais tant demandé pour toi, ô bon Dieu. Tu pleures, mon bon Charles? Que Dieu bénisse ses larmes et celui qui les répand. Charles pleurait en effet. Il se jeta au cou de Juliette, qui mêla ses larmes aux siennes, et il pleura quelque temps encore pendant que son cœur priait et se repentait. Charles, prends mon imitation de Jésus-Christ et lis un chapitre. Cela nous fera du bien à tous les deux. Charles obéit et lut avec un accent ému un chapitre de ce livre admirable. Quand il eut fini, il se sentit remis de son trouble. Juliette, elle, était calme. Sais-tu, lui dit-elle, que lorsque tu n'aurais rien dit, rien demandé de la fortune que t'a laissée ton père, Marianne en avait déjà parlé au juge, et pendant que tu étais dans ton affreux Ferris Hall, ils en avaient parlé sérieusement. Marianne avait remis au juge le reçu de Madame Macmish, et Monsieur Blackday s'était croisé avec une lettre du juge qui lui demandait des renseignements sur les sommes qui t'appartenaient et que retenait injustement ta cousine. Ainsi, tu vois que tu ne lui as fait aucun mal et que tu ne dois avoir aucun remords. Dieu soit loué. Merci Juliette de ce que tu m'apprends. Quel poids tu enlèves dessus mon cœur. Charles baisa la main de Juliette qu'il tenait dans ses siennes. Elle n'est donc plus malade, cette pauvre femme? Marianne la trouve très mal puisqu'elle a parlé du prêtre avant le médecin. Elle a un affreux délire et la pauvre malheureuse ne parle que de son or. Oui, non, je te jure, c'est pénible à entendre.
Ah là là, voilà les avares. Ils aiment tant leur or qu'ils n'ont plus de cœur pour aimer le bon Dieu ni les hommes. Quelqu'un frappa à la porte. Charles alla ouvrir, c'était Betty et le charretier Donald. « Te voilà donc enfin, Betty, où étais-tu ? Marianne est près de ma cousine Macchiche, qui est très très mal. »« Oh, je le crois bien qu'elle est mal, après ce qui est arrivé. Monsieur le juge est venu reprendre la clé de la caisse pour que personne ne pût y toucher pendant la maladie de Madame Macmiche. Ne voilà-t-il pas qu'il aperçoit les rouleaux d'or qu'elle tenait dans sa main ? Vu son état, monsieur le juge craint qu'elle ne les perde, que quelqu'un ne les lui prenne. Quand elle voit que monsieur le juge et l'autre monsieur vont ouvrir la caisse, elle crie comme possédée. Le juge, qui ne se trouble pas si facilement, revient près d'elle pour lui enlever ses rouleaux et les remettre dans la caisse. Elle se débat et crie de toute la force de ses poumons. L'autre monsieur, venant en aide à monsieur le juge, ils parviennent à lui arracher son or, qu'ils enferment dans la caisse et en emportant la clé. À partir de ce moment, elle est devenue folle furieuse. Elle me faisait peur, savez-vous ? Je me suis dit que jamais je ne passerais la nuit seule près de cette forcenée qui appelait les fées à son secours, et qu'il me fallait une société, un quelqu'un. J'ai couru de droite et de gauche sans trouver personne qui voulut bien me rendre ce service. Je me désolais, j'en pleurais, lorsque j'ai rencontré ce bon monsieur Donald, qui veut bien, lui seulement, nous venions voir mademoiselle Marianne pour qu'elle fasse prix avec monsieur Donald pour le temps qu'il passera près de la cousine Macmiche. Vous trouverez Marianne près de ma cousine. Elle y est depuis que Charles est allé chercher le médecin. Tiens, elle est donc plus mal qu'on a été au médecin ? Charles dit que Marianne la trouve très mal. Allons-y tout de suite, monsieur Donald. Ces dames vous paieront bien, soyez tranquille. Oui, si ce n'est pas votre bourgeoise qui paie. Non, ça s'arrangera. Au revoir la compagnie. Betty et Donald furent bientôt remplacés près de Charles et de Juliette par Marianne, qui leur dit que le médecin était fort inquiet, qu'il avait trouvé une fièvre ardente, le cerveau très entrepris. Il avait une forte saignée, laquelle n'avait pas encore amené de soulagement. Il trouvait que l'idée de Charles de lui faire tenir de l'or dans ses mains avait été excellente et avait déjà ramené au calme. Mais il craignait beaucoup que l'enlèvement violent de cet or n'amenât les plus funestes résultats. « Betty vient d'arriver, ajouta Marianne, avec un charretier de ses amis pour veiller la cousine cette nuit, la soulever, la faire changer de position et surtout pour rassurer Betty elle-même, qui a une peur affreuse de tout ce que dit la cousine et des cris qu'elle pousse sans cesse. Et maintenant, continua Marianne, Charles va m'aider et préparer le souper. Notre journée a été toute dérangée depuis 11 heures. Tu es pâle, ma pauvre Juliette. Veux-tu faire une petite promenade avec Charles pendant que je mettrai le couvert ? Juliette ayant accepté l'offre de sa sœur, Charles l'amena. « Et si nous allions passer quelques instants à l'église, Charles ? Veux-tu ? Nous irons de là chez monsieur le curé pour lui faire connaître l'état de notre malheureuse cousine et lui demander d'aller la voir. » Avec plaisir, Juliette. Je prierai mieux à l'église que chez ma cousine Macmiche. Ils y allèrent et rencontrèrent en sortant l'excellent curé qu'ils informèrent de l'état de madame Macmiche. « Oh, je vais y aller, dit-il. Je passerai la nuit s'il le faut, mais je ne la laisserai pas mourir sans sacrement. » Charles et Juliette abrégèrent leur promenade parce que Charles ne voulait pas laisser Marianne tout préparer à elle seule pour leur souper. Après le repas, vint le coucher. On s'aperçut au dernier moment qu'on n'avait pas de lit pour Charles. Il proposa de coucher sur 2 ou 3 chaises, mais Juliette s'y refusa absolument. Elle coucha avec Marianne et abandonna son lit à Charles, malgré une résistance désespérée. Chapitre 19. Charles, héritier et propriétaire. Charles s'éveilla de bonne heure. Il eut de la peine à quitter son excellent lit, mais il voulait avoir de nouvelles de la malade avant de mener Juliette à la messe. Il était 5 heures, il n'avait pas de temps à perdre. Il sauta donc à bas de son lit, courut à la cuisine pour faire ses ablutions, se lava de la tête aux pieds dans un baquet d'eau bien fraîche, se peigna, se brossa, revêtit ses habits usés, percés et sans couleur définie, et sortit au moment où Marianne entrait pour faire le feu et apprêtait le déjeuner. « Déjà prêt, Charlot ? Et où vas-tu donc si matin ? Je vais savoir des nouvelles de ma cousine et donner à Betty 1h30 de repos. Il est près de 6 heures, je serai de retour à 7h30. Va, mon ami, c'est très bien. Reviens exactement à l'heure dite, sans exactitude. Un ménage marche tout de travers. Il faut qu'un peu avant 8 heures, nous ayons déjeuné et que je sois prête à partir pour t'acheter un lit, des vêtements, du linge, tout ce qui te manque enfin.
Et après, j'irai en journée chez monsieur le juge. Je serai exact, à moins qu'on ne me retienne prisonnier, ce que je pense pas. Charles courut chez madame Macmiche, qu'il trouva dans un état de plus en plus alarmant. La nuit avait été affreuse, elle avait repoussé le curé une partie de la nuit, le prenant pour un des voleurs de son trésor. Mais à force de douceur, de charité, d'exhortation affectueuse et paternelle, le curé était parvenu à s'en faire écouter. Il obtint même une confession, quoique incomplète, car elle l'interrompit plusieurs fois pour crier. « Je ne veux pas parler des 50 000 francs de Charles, on me les reprendrait. » Depuis, elle avait paru plus calme. Mais quand le curé, harassé de fatigue, se retira pour prendre 2 ou 3 heures de repos, elle fut prise de son agitation, qui alla toujours en augmentant jusqu'à l'arrivée de Charles. La pauvre Betty était exténuée. Donald dormait et ronflait dans un fauteuil après avoir veillé toute la nuit. Charles promit à Betty de lui chercher et de lui envoyer une femme pour la remplacer, et il prit son allure ordinaire pour avertir Marianne de ce qui se passait. « C'est moi qui irai remplacer Betty. Elle va manger en morceaux, se coucher et dormir jusqu'au soir. Et moi, après avoir fait mes emplettes, je passerai la journée là-bas, au lieu d'aller chez le juge de paix. Va le prévenir, Charlot. Dis-lui pourquoi je n'y vais pas aujourd'hui. Je te confie ma pauvre Juliette. Soigne-la et vois à faire le dîner et le souper de ton mieux pour nous tous, car il faut bien que nous donnions à manger à Betty et aux gardes-malades, qu'elle s'est choisie pour adjoint. Mais vous, Marianne, vous n'allez pas rester toute la journée chez ma cousine? Quelle fatigue pour vous, et quel spectacle que cette pauvre femme mourante qui ne songe qu'à son or. Tu m'enverras quelqu'un pour me relayer à l'heure du dîner, le soir. Betty reprendra son poste près de la malade, et moi le mien, près de Juliette. Charles fit la commission de Marianne au juge, qui le reçut très amicalement, et qui promit d'envoyer sa bonne 2 ou 3 fois dans la journée pour laisser à Marianne la liberté de prendre ses repas et de faire son ménage. Ils la prirent tous. Ils prirent tous leur café au retour de Charles, et chacun s'en alla à ses affaires. Marianne libéra Betty et lui fit prendre son déjeuner ainsi qu'à Donald qui s'était éveillé et qui engloutit une terrine pleine de café au lait avec une livre de pain qu'il y mit trempée. Betty se coucha, Donald alla faire un somme dans la salle et Marianne resta seule près de la malade qui s'était calmée. Le calme continua et donna à Marianne le temps de ranger la chambre, de laver ce qui était sale, de tout essuyer, nettoyer. La cousine Macmiche dormait toujours. C'était une crise favorable, pensa Marianne en s'éveillant. Elle aura repris toute sa connaissance. Charles avait conduit Juliette à la messe, puis au lieu de se promener, ils étaient rentrés chez eux pour faire le ménage. Marianne pourra se reposer bien à son aise quand elle reviendra, car elle n'aura plus rien à faire, dit Juliette. Charles fut surpris de voir la part que prenait Juliette à ce travail, qui semblait impossible pour une aveugle. Pendant que Charles balayait, elle lavait et essuyait la vaisselle, la replaçait dans le dressoir, nettoyait le fourneau. Ils allèrent ensuite faire les lits, balayer et essuyer partout. Ils reçurent la literie et les effets qu'avait acheté Marianne et ils mirent tout en place. Charles essaya de suite ses vêtements neufs. Il lui allait à merveille et lui causèrent une joie que partagea Juliette. Quand tout fut terminé, Juliette prit son tricot. Charles prit un livre et lut tout haut. Pardon. C'était un livre instructif et amusant, intitulé « Instructions familières ou lecture du soir ». Un peu comme ici, un voyage au bout de la nuit. Oh, mais quel bon et intéressant livre. Oh, je suis contente de le lire. Ah oui. Et quelles histoires amusantes on y raconte. Tout le monde devrait avoir ce livre-là. Et quand j'aurai l'argent, je l'achèterai, bien sûr. Ce qui coûte cher? Mais oui, cher pour nous qui ne sommes pas riches. Les 2 volumes qui sont très gros, il est vrai, coûtent 5 francs. Oh, quel dommage. Ah bah c'est trop cher, j'ai pas le sou. Mais quand tu auras ta fortune, tu pourras l'acheter. Dis-moi, Juliette, comment la cousine Macmiche a-t-elle fait pour être si riche? Ben, je sais pas. Elle aura toujours amassé en se privant de tout. Mais à quoi lui servait son argent puisqu'elle se privait de tout? Ben, rien du tout. Il ne lui a jamais procuré la moindre douceur. Comme c'est drôle de se faire riche pour vivre comme si on était pauvre. Ben, attends, dis donc, Juliette, si elle meurt, que fera-t-on de son argent? Moi, je sais pas du tout. J'espère qu'on le donnera aux pauvres. Ce sera bien fait, car je ne l'ai jamais vu donner un sou à un pauvre. L'heure du déjeuner approchait. Charles tint conseil avec Juliette et ils décidèrent qu'on mangerait une omelette à la graisse et une salade à la grosse crème. Ça a l'air bon.
Charles alla acheter ce qu'il fallait, ralluma le feu et aidé de Juliette, qui cassait et battait les œufs, il fit une omelette très passable pendant que Juliette assaisonnait et retournait la salade que Charles avait cueillie toute fraîche dans le jardin et qu'il avait lavée et apprêtée. Marianne rentra exactement pour dîner. « La cousine Macmiche ne va pas bien, dit-elle en entrant. Elle n'a pas bougé depuis que je suis entrée. Voici bientôt 5 heures. Betty dort toujours. Je n'ai pas voulu la déranger, mais j'ai secoué et réveillé Donald pour lui faire prendre ma place près de la cousine avec ordre de venir me chercher aussitôt qu'elle serait éveillée. Tu as très bien fait, et nous n'avons pas perdu notre temps, Charles et moi. Regarde, Marianne, si le ménage est bien fait, si tout est en ordre. Bien, très bien, dit Marianne en regardant de tous côtés. C'est Charles qui a fait tout cela. Avec Juliette qui m'a aidée et qui me disait ce qu'il fallait faire, oui, Charles attendit avec grand plaisir les éloges de Marianne et le rapport très favorable de Juliette. Il proposa à Marianne de la remplacer pour 1 heure ou 2 près de la cousine, d'autant plus que Donald et Betty viendraient dîner pendant qu'ils seraient là-bas. Marianne y consentit. Et Charles, qui s'était un peu dépêché pour dîner, partit, laissant ses cousines encore à table. Quand il entra chez Madame Macmiche, il se crut dans un château, oui, dans le château de la Belle au bois dormant. Betty dormait, Donald s'était rendormi. La malade dormait si profondément qu'aucun bruit ne put la réveiller. Il faut pourtant lui faire prendre de la tisane, quelque chose, enfin n'importe quoi. Elle dort la bouche entr'ouverte. Elle doit avoir la gorge desséchée. Charles remua une chaise, poussa un fauteuil, recula la table, fit tomber un livre. Elle dormait toujours. Surpris de ce long et si profond sommeil, il s'approcha d'elle, lui prit la main et la rejeta vivement en poussant un cri léger. Cette main était glacée. Il écouta sa respiration et n'entendit rien. Inquiet et alarmé, il appela Donald, mais Donald ne l'entendait pas et dormait toujours. Le pauvre Charles, de plus en plus effrayé, courut chez le curé pour lui communiquer ses craintes et lui demander de venir donner à sa cousine, oui, une dernière absolution et bénédiction, s'il était temps encore. Le curé se hâta d'accompagner Charles jusqu'auprès du lit de la morte, car elle était réellement morte. L'examina quelques instants, s'agenouilla et dit à Charles « Mon enfant, prie pour le repos de l'âme de la malheureuse cousine. Elle n'est plus. » Charles pria près du curé et avec lui, et réfléchit avec chagrin à l'existence égoïste et à la mort déplorable de cette malheureuse femme que l'amour de l'or avait tuée. « Si jamais, pensa-t-il, le bon Dieu m'envoie une fortune semblable à la sienne, je tâcherai de l'employer plus charitablement et d'en faire profiter les autres. » Le curé envoya Charles éveiller Betty et prévenir Marianne, et se chargea de terminer le trop long sommeil de Donald par quelques secousses vigoureuses et alla lui-même avertir le juge de paix afin qu'il prît les mesures légales nécessaires. Le juge alla avec le curé et avec Madame Blackday pour voir les papiers et mettre les scellés sur la caisse. Ils commencèrent par visiter les tiroirs et les armoires dans l'espérance d'y trouver un testament, mais ils n'en trouvèrent pas. Et ils ouvrirent la caisse qui contenait le trésor. Ils constatèrent la possession de 200 et quelques mille francs, et ils trouvèrent un papier écrit de la main de Madame Macmiche. Le juge l'ouvrit et lut ce qui suit. Pour obéir aux vœux exprimés par mon cousin Maclance, je laisse à son fils Charles Maclance tout ce que je possède, à la condition que je serai tutrice de l'enfant après la mort de son père, que j'aurai entre les mains la somme de 50 000 francs à lui, appartenant, et que le revenu de cet argent sera dépensé par mois, comme je le jugerai à propos, pour son éducation et ses besoins personnels jusqu'à sa majorité. Céleste, veuve Macmiche, à Dunstanwell, 1740, 12 juillet. Avec ce papier se trouvait une feuille contenant la volonté exprimée par M. Maclance que Charles fut remis à sa cousine Madame Macmiche, qu'il désignait comme tutrice de l'enfant. Il l'autorisait à employer cette éducation la rente des 50 000 francs qu'il déposait entre les mains de la tutrice de son fils pour être remis à Charles à sa majorité. « C'est bien en règle, dit le juge. Tout est à Charles. Je m'étonne qu'elle n'ait pas brûlé ce papier qui assure les droits de Charles aux 50 000 francs. Elle l'aura gardé pour constater en cas de besoin qu'elle était tutrice de Charles par la volonté du père,
et qu'elle avait le droit de conserver le revenu de cette somme jusqu'à la majorité de Charles. Nous allons compter ce que la caisse contient en dehors des 200 000 francs. Après avoir tout regardé et compté, le juge trouva 215 400 francs. Il ferma la clé, retira la clé. « Je la prends, dit-il, jusqu'à ce que Marianne soit nommée tutrice de Charles. Alors, ce sera elle qui aura la garde de tout. » Le juge, M. Blackday, et le curé sortirent, laissant Betty avec eux ou 3 amis que l'événement avait attirés. Procéder aux derniers soins à rendre au corps de Mme Macmish. Personne ne l'aimait et personne ne la regretta. Charles, qui avait le plus souffert de sa méchanceté et de son avarice, fut le seul qui pleura à son enterrement. Les circonstances de cette mort, presque révoltante, l'impressionnèrent au point de modérer pendant que quelque temps le caractère impétueux et plein de vivacité et de gaieté qui avait tant contribué à aigrir Mme Macmish. Lorsque le curé, le juge et M. Blackday annoncèrent à Charles qu'il était seul héritier des 200 000 francs de la défunte, ces messieurs ne purent retenir un sourire devant la stupéfaction profonde qu'exprimait la physionomie de l'héritier. « Et les pauvres ?» fut le premier mot de Charles. « Et les pauvres n'auront que ce que tu voudras bien leur donner, tout est à toi. » « Monsieur le juge, donnez, je vous prie, monsieur le curé, pour les pauvres, donnez ce que vous pourrez donner. » Ni toi ni moi ne pouvons rien donner, Charles, mais quand Marianne sera ta tutrice, elle fera ce qu'elle voudra. » Bon, mais Marianne voudra bien faire comme je veux. Ce n'est pas bien sûr, mon ami, cela dépendra de ce que tu me demanderas. Je veux que vous soyez tout à fait à votre aise. Et toi, ma bonne, ma chère Juliette, tu seras soignée comme une princesse. Tu ne seras jamais seule. Oh, moi, je ne demande pas à changer, dit Juliette. Je me trouve très heureuse avec toi et ma chère Marianne. Je ne veux être soignée que par vous. Le juge, le curé et M. Blackday s'en allèrent, et Charles put causer librement avec ses cousines de ses nouvelles richesses et de leur emploi. D'abord, dit Charles, je vais vous dire ce que je voudrais. Que vous donniez aux pauvres tout ce qui dépasse 200 000 francs. Puis que vous donniez au curé pour arranger notre pauvre église 5 000 francs. Puis qu'il ait tous les ans 3 000 francs pour les pauvres. Puis que nous ayons Betty chez nous. Puis que nous arrangions un peu la maison. Puis que je puisse prendre de monsieur le curé des leçons de tout ce que je voudrais savoir et que je ne sais pas. Et puis que vous m'achetiez les instructions familières et quelques bons et amusants livres comme celui-là. Puis, assez, Charles, t'en demandes trop. Non, pas trop, car ma plus grosse demande n'est pas encore dite, mais je la dirai plus tard. Tu as déjà fait des mystères de propriétaire. Est-ce que tu me les feras pas connaître? Non, pas même à toi. Mais, Juliette, sais-tu que je rougis de l'éducation que j'ai reçue jusqu'ici? Je ne suis bon à rien, je ne sais rien. Si Marianne voulait bien me laisser aller à l'école, on y travaille de 8h du matin à 11h, puis d'1h à 4h. En m'appliquant, j'apprendrai bien des choses dans ces 6 heures de travail. Tu as parfaitement raison, mon ami. Bien des fois, j'ai gémi à ton ignorance et de l'impossibilité où tu étais d'en sortir. La cousine Macmish te faisait lire haut des histoires. Elle te dictait quelques lettres par-ci, par-là. C'est pas une éducation. Parle-en à ma sœur, elle te dira ce qu'il y aura à faire pour en savoir assez. Mais pas trop. Et on va s'arrêter là parce que le prochain chapitre, c'est le chapitre 20 qui s'appelle « 2 mauvaises affaires de chat » et que je préfère commencer un nouveau chapitre en commençant une nouvelle émission, ce qui paraît logique. Nous arrivons de toute façon à la fin du timing. Je vous rejoins tout à l'heure pour une prochaine émission. On se retrouve bientôt. Merci d'avoir été fidèle à Voyage au bout de la nuit. À très très vite sur D8 et n'oubliez pas de participer grâce au hashtag VBN qui s'affiche là, en bas de votre écran. À très bientôt sur D8. Ciao.